La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait, mieux c'est. Nous sommes Selma et Swazik de Séraphin.légal. Avec Parole de juriste, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprises inspirants. Nous vous partagerons leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif, vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. Bonne écoute! « 83% des juristes se disent insatisfaits de leur processus contractuel et j'imagine que certains d'entre vous en font partie. Oui, vous qui m'écoutez. Vous qui en avez marre des tâches chronophages et fastidieuses sans aucune valeur ajoutée. Vous qui n'arrivez pas à retrouver certains contrats éparpillés dans les fichiers ou les ordinateurs de vos collègues. Vous qui rappelez pour la 20e fois à Pierre de l'équipe commerciale que c'est bien vous qui êtes en charge des contrats liés aux achats indirects. Ou encore vous qui avez été informé la veille pour le lendemain de l'échéance d'un contrat et qui n'avez pas pu le gérer aussi bien que vous le souhaitiez. Chez Séraphin.légal, nous pensons que tout ça n'a plus de place dans votre quotidien et notre logiciel de gestion de contrat est justement conçu pour vous simplifier la vie et celle de vos interlocuteurs. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode. Bonne écoute. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Selma, bonjour Swazik. Très contente de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton parcours et d'un milieu qu'on connaît surtout à travers le côté sportif et très peu d'un point de vue juridique. Un sport qui est aussi de plus en plus populaire grâce à Netflix. Et pour la petite anecdote, j'ai pris contact avec Pierre après avoir visionné la saison 2 de Formula One Drive to Survive suite à l'affaire de la Pink Mercedes, période pendant laquelle Renault, aujourd'hui Alpine Racing, a été très active pour contester la légalité d'une certaine voiture, d'une certaine écurie qu'on ne nommera pas. Et donc j'étais curieuse d'en savoir un peu plus sur le quotidien d'un juriste au sein d'une écurie de Formule 1, au sein d'une telle entreprise. Et donc je suis très contente avec Swazik de pouvoir découvrir un peu plus ce volet. Donc j'arrête de parler et je te propose de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Merci de me recevoir, c'est un plaisir. Donc, je m'appelle Pierre, j'ai 34 ans, je suis originaire de Nantes, mais j'habite actuellement à Rennes. Je suis pas à une contradiction près. Ça reste la Bretagne, c'est bien. Moi, j'aime bien les Bretons. Bon. Le quota remonte. On part sur une bonne base. Et voilà, et donc je suis responsable juridique de Alpine Racing France. Et est-ce que, quand tu étais petit, tu voulais faire de la Formule 1 ? Pas du tout. Quand j'étais petit, mes deux héros, c'était Tintin et Batman. Batman, c'était un peu compliqué de suivre son modèle, donc je voulais plutôt être journaliste quand j'étais petit. Et est-ce que tu as essayé de devenir journaliste ? Tu interviewais ta famille J'écrivais beaucoup en fait en étant petit, j'ai toujours écrit. J'ai vaguement essayé après le bac de tenter quelque chose et puis au final, au fil de l'eau, non, ça a bifurqué. Donc, tu as décroché ton bac, ensuite tu as suivi des études de droit et pas des études de journalisme. Et tu as notamment fait un échange. Et tu sais, les échanges en fac de droit ont souvent mauvaise réputation. Et c'est un mythe qu'on essaye de briser avec Swazik dans le podcast, à notre humble niveau, en montrant justement qu'on peut faire un échange et réussir son parcours universitaire et professionnel. On voit très souvent que les échanges sont faits en Angleterre, en Europe, aux US, au Canada. Et toi, de ton côté, tu as effectué un échange en M1 à Galatasaray, en Turquie, ce qui a beaucoup suscité ma curiosité. Est-ce que c'était parce que tu étais fan de foot et de l'équipe de Galatasaray ou rien à voir ? Rien à voir. En fait... Alors déjà, première chose, penser que faire une année à l'étranger, ça va desservir son CV ou autre, je trouve ça absurde. Au contraire, c'est plutôt valorisant. Et moi qui suis maintenant de l'autre côté, quand je recherche un stagiaire, par exemple, je fais clairement attention à ce genre de choses et je pense que c'est clairement un plus. En ce qui me concerne, en fait, j'avais la chance d'avoir un niveau d'anglais déjà pas trop mal, donc j'ai évité la destination classique qui est soit l'Angleterre, l'Irlande. Je voulais vraiment découvrir autre chose, découvrir une culture très différente de la nôtre, même s'il y a évidemment des similitudes. Et parmi
les destinations proposées par l'université de Nantes à l'époque. Il y avait donc cette université Galatasaray, qui est une université francophone. En fait, Galatasaray, le club de foot tient son nom d'un lycée historique d'Istanbul, un lycée francophone qui date du 19e, puisque à l'époque, toutes les élites turques parlaient le français, puisque tous les textes officiels qui étaient à l'époque en écriture arabe étaient traduits en français. Donc en fait, traditionnellement, c'est la langue des élites d'Istanbul, et donc aujourd'hui, on peut faire tout son cursus à Istanbul, dans Galatasaray, de la maternelle à l'université, en français. Bon, même si en l'occurrence, on avait aussi pas mal de cours en anglais, mais au-delà de ça, au-delà des cours, qui étaient d'ailleurs particulièrement enrichissants parce que le niveau des professeurs était vraiment très élevé, c'est vraiment l'enrichissement personnel qui prime dans une expérience Erasmus, hein, il faut pas se leurrer, mais c'est aussi ça qui fait la richesse de l'expérience, et c'est aussi ça qu'on recherche, je pense, dans ce type de profil, c'est de la curiosité, c'est la volonté de se mettre dans une situation, enfin de sortir de sa zone de confort, en fait, hein. D'autant plus quand on part dans ce type de pays où la culture est quand même assez différente. Voilà, donc j'en ressors que du positif. Moi, je suis parti en plus pour une année scolaire complète. Donc, ça permet de bien se mettre dans l'ambiance, de découvrir plein de choses dans un pays qui est culturellement extrêmement riche. Je ne peux que le conseiller à tous les étudiants en droit qui nous écoutent. Et qu'est-ce qui a retenu ta curiosité, ou qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de cette expérience ? Tellement de choses. C'est avant tout les découvertes culturelles. Une ville comme Istanbul, dans la même rue, on va avoir une église, une synagogue, une mosquée. Enfin, c'est un melting pot incroyable. C'est des influences européennes, des influences ottomanes, c'est des influences voilà, diverses. C'est de l'enrichissement à tous les niveaux. C'est voilà, le fait de pouvoir commencer à apprendre une langue qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre dans le cursus habituel en France. Voilà, c'est tout ça que je retiens. Et même si c'est pas évident au début de s'intégrer là-dedans, ça fait un choc, je pense, quand on vient de France. Et puis moi, en l'occurrence, j'avais pas non plus énormément voyagé avant ça. Donc même si les premiers mois, les premières semaines peuvent être difficiles, à la fin, ce n'est que du positif, et c'est de l'enrichissement permanent tout au long de l'année en question. Et t'as pu apprendre le turc du coup ? Un petit peu. J'aurais pu faire plus là-dessus. C'était pas évident pour moi de me mettre dans cette langue, notamment parce que en fait l'ordre des mots dans la phrase est assez différent du français ou de l'anglais ou de l'espagnol. Et du coup, la gymnastique intellectuelle derrière est très différente. J'ai trouvé ça assez difficile, mais je garde le peu que j'ai appris, je l'ai gardé. Donc voilà, ça reste un petit plus. Et tu avais des cours de droit comparé ou de droit local ou L'essentiel de nos cours était soit du droit plutôt européen, international, ou voire du droit comparé. Ouais. Assez peu de droit local au final, ce qui est, enfin, du point de vue pur cursus, n'est pas plus mal, parce que même si c'est enrichissant de découvrir le droit local, c'est pas non plus, je dirais, super utile à terme. Ouais. Et tu avais fait quelle spécialité ? J'étais en droit, en fait, à l'issue de ça, j'ai fait un M2 en droit international et communautaire. Donc le M1 était un peu dans cette ligne. Et en 2009, justement, tu décroches ton Master 2 et tu décides de passer, comme beaucoup d'étudiants, le CRFPA pour devenir avocat. Tu as fait plusieurs stages en cabinet d'avocat. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir avocat ? Est-ce que c'était une vocation ? Est-ce que tu voulais faire un peu comme tout le monde ? Ou est-ce que c'était une vraie volonté, une vraie vocation ? C'est pas du tout une vocation, loin de là. Comme je disais tout à l'heure, ma vocation initialement, c'était plutôt le journalisme. En fait, tout s'est fait de manière assez naturelle au fil des ans, au fil de l'eau. Il s'avère que en M2, j'ai fait un stage de quelques mois en cabinet en droit de la concurrence essentiellement, et ça m'a bien plu, et ça m'a vraiment motivé
à passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat. J'ai toujours considéré que ce serait sans doute un plus. J'avais pas du tout de préférence particulière entre le cabinet et l'entreprise. En fait, je voulais garder le plus de portes ouvertes possible, et c'est essentiellement ça qui m'a motivé à passer l'examen. Tes stages, du coup, tu disais que ça t'avait plu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué ou La qualité d'une expérience professionnelle, quelle qu'elle soit, c'est très lié à l'ambiance de travail, à l'humain, en fait, aux relations qu'on a avec l'équipe, avec nos supérieurs, etc. Là, en l'occurrence, j'étais tombé sur une équipe vraiment super, petite équipe, c'était un petit cabinet. J'étais très bien accueilli, que ce soit par ma maître de stage ou les autres avocats du cabinet. Et voilà, c'est ça qui fait la qualité pour moi d'une expérience. C'est même pas tant le fond des sujets et du travail. Et ensuite, tu as décidé de faire une école de commerce, Audencia, qui est juste à côté de la fac de droit à Nantes, pour te former au management international. Donc, toutes les questions de gestion de projet, de marketing, de stratégie, de finance, de conduite du changement, termes qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Et si je remets un peu de contexte, on est déjà fin septembre 2014. Est-ce que tu peux nous raconter cette période et ce qui a motivé ce choix ? Et je précise aussi qu'il y a quelques semaines, quand on avait échangé, tu nous avais raconté que, en commençant à exercer, tu n'avais pas gardé nécessairement un très bon souvenir de la profession. Donc, je rajoute ce petit élément de contexte juste pour creuser un peu plus et savoir comment tu as vécu cette période-là et comment tu as décidé de switcher derrière sur l'école de commerce. Ouais, en fait, alors le choix de faire l'école de commerce, ça fait suite effectivement à ma première expérience en cabinet, qui a été assez douloureuse à plein de niveaux. D'abord, j'ai eu du mal en fait à trouver une première collaboration. Initialement, je cherchais dans un domaine assez particulier. Je voulais vraiment un cabinet orienté vers l'international, en concurrence, distribution, contrat, enfin vraiment les matières que je préférais. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Il y a eu des pistes à droite à gauche. Le cabinet dans lequel j'ai fait mon stage final voulait me garder, puis finalement ça s'est pas fait. Enfin, il y a eu des tergiversations, et au final, il s'est passé plus d'un an. Enfin non, pas plus d'un an. Il s'est passé un an avant que je trouve une collaboration. Et pour ce faire, j'ai dû largement élargir en fait le champ des recherches. Je me suis retrouvé dans un cabinet très généraliste, sans doute trop pour moi. Puisque notamment on faisait beaucoup de contentieux, et même si c'est très formateur, c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît. Je préfère intervenir en amont. Et au-delà de ça, un contexte assez difficile au sein du cabinet. J'ai pas trop envie d'entrer dans les détails, mais voilà, ça correspondait pas du tout à ce que je recherchais, à ce que j'avais pu connaître aussi dans mes stages auparavant dans d'autres cabinets. Donc au bout d'un an et demi, je suis parti 2 semaines en vacances assez loin, et en revenant, je me suis dit c'est pas possible, il faut changer quelque chose. Donc j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté, et donc de postuler à un master spécialisé en école de commerce pour plusieurs raisons. Déjà pour retrouver un contexte international que j'avais perdu dans cette première expérience, et puis aussi pour acquérir une culture vraiment transverse de l'entreprise qu'on n'a vraiment pas quand on suit des études, un cursus classique à l'université. Et voilà, et je me suis dit qu'avec ça, j'aurais plus de chances de retrouver ce que je cherchais déjà à l'époque et que j'avais pas pu trouver. Donc voilà, donc c'était un choix un peu pas évident à plein de niveaux, hein, financièrement, personnellement, se dire bon, je vais retrouver les bancs de l'école, mais ça a été très très rapidement payant. Les cours étaient extrêmement intéressants, très variés, une promo au profil également très varié, avec des ingénieurs, des juristes, pas que, vraiment de tous horizons. Un contexte international prononcé, des relations directes avec des entreprises pour bosser sur des cas vraiment concrets. Là aussi, ce qu'on n'a pas à l'université. C'était super enrichissant. Certes, c'est un investissement en temps, c'est un investissement financier,
mais comme je l'ai dit, il a été très rapidement payant. Et c'est donc dans ce cadre-là, en fait, que je suis rentré chez Renault Sport F1 à l'époque, en tant que stagiaire, parce que là aussi, j'ai dû me résoudre à redevenir stagiaire après avoir déjà commencé ma carrière professionnelle. Et justement, socialement parlant, comment ton entourage a réagi, si je prends l'exemple de tes parents ou de ta famille de manière générale? Donc, j'imagine que tu avais la vingtaine, donc tu portais la robe d'avocat. Du jour au lendemain, plus ou moins, tu décides de quitter la robe, donc d'enlever un certain statut finalement que tes parents devaient admirer peut-être, j'en sais rien, d'une certaine manière. Comment ont réagi ton entourage? Alors, je viens d'une famille où on porte déjà la robe, puisque mon père est magistrat, donc non, Ok. je suis pas sûr que ça les impressionnait beaucoup. Et à titre personnel, j'ai jamais particulièrement apprécié porter cette robe. D'accord. Non, je pense qu'ils étaient parfaitement conscients des difficultés et du coup de mon mal-être, donc il y a eu aucune difficulté là-dessus. Après, c'est sûr que j'ai bénéficié quand même de leur soutien, parce que comme je revenais à Nantes, j'avais la chance de ne pas avoir à payer de loyer, enfin, voilà, ce genre de choses. Donc ils m'ont soutenu de manière indirecte à ce niveau-là, même si voilà, tout l'argent que j'avais mis de côté pendant les quelques années où j'étais avocat, et pourtant j'étais pas hyper bien payé, pour être honnête, j'ai tout mis là-dedans, et voilà, donc c'était un pari, mais c'est un pari qui a été payant. Et est-ce que c'est pas compliqué de revenir chez ses parents une fois qu'on a goûté à l'indépendance? Alors, ma chance aussi, c'est qu'à l'époque, mes parents n'étaient pas dans la maison familiale. Donc, Ah oui. donc voilà, donc j'ai pas eu vraiment à affronter ça. Donc c'était des conditions plutôt favorables. En 2015, tu rejoins Renault Sport F1. Donc à cette période, c'était encore Renault Sport F1 et donc aujourd'hui, c'est Alpine Racing. Alpine Racing, c'est la branche sport automobile de Renault. Pour ceux qui sont fans de sport automobile et tout particulièrement de F1, ou pour ceux qui regardent encore une fois Formula One Drive to Survive sur Netflix. Renault F1, c'est des pilotes talentueux comme Alain Prost, Fernando Alonso, Hülkenberg, si je le prononce bien, Sainz, ou encore Ricciardo ou Ocon. C'est plus de 600 grands prix, 103 podiums et 11 titres de champion du monde. Et d'ailleurs, merci pour les corrections que tu m'as faites sur mon document, parce que j'avais oublié certains prix, et donc Pierre n'était pas très content. Et c'est aussi plus de 1200 salariés en France et en Angleterre, parce qu'il y a aussi une branche en Angleterre, pour permettre aux 2 pilotes qui occupent ces précieux baquets que tout le monde chérit et que tout le monde veut avoir de Formule 1, et pour que tout le monde, enfin ces 2 pilotes soient au top de leur performance. Donc les couleurs jaune et bleu sont tout un symbole du sport automobile en France, mais aussi à l'étranger. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un baquet? Un baquet, c'est Pierre, un baquet, c'est une place. Tu me dis si je me trompe. C'est le siège du pilote dans la Formule 1, et qui, pour la petite anecdote, est moulé sur leurs fesses, quoi. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Je savais pas que c'était moulé sur leur face, mais encore une fois, tout est fait pour optimiser leur performance, et j'imagine que ça doit jouer dans le dynamisme du véhicule. Absolument. Ouais. Tu peux nous expliquer, Pierre, comment t'as intégré ce milieu et comment justement t'as décroché ce premier stage? Alors, tout simplement en répondant à une offre de stage qui était publiée sur Village de la Justice. Il n'y a rien de très sorcier. Moi, à l'époque, je connaissais pas grand-chose de ce domaine-là. Je m'y intéressais un peu comme n'importe quel autre sport. Enfin, moi, je suivais plutôt le foot à l'époque, et les Canaries en l'occurrence. Donc voilà, donc je suivais ça de très très loin. Après, j'avais déjà un petit peu travaillé dans le domaine sportif pour certains clients en tant qu'avocat, donc je savais que ça m'intéressait de manière générale le milieu sportif. Et puis en plus, l'avantage avec ce domaine-là, c'est qu'en plus de l'aspect sportif, on a un aspect innovation qui est extrêmement important. Et donc ça, ces 2 aspects-là, plus le fait que c'est une activité très internationale, enfin forcément ça a suscité mon intérêt. Et donc voilà, donc j'ai postulé à l'offre de stage. Ça s'est fait très rapidement. Alors le truc assez marrant, c'est que au moment où je postulais donc à ce stage, par ailleurs, je postulais également à des CDD, des CDI, et je privilégiais bien évidemment les CDI. Et à l'époque, soit je faisais ce stage chez Renault Sport F1, soit j'étais pris en CDI dans une autre boîte de pharmaceutique.
Sur le moment, évidemment, je préférais être pris à la boîte pharmaceutique. Ça s'est joué entre moi et une autre candidate et je n'ai pas été pris. Et donc voilà, donc j'ai dû me résoudre là aussi à redevenir stagiaire. Et au final, c'est peut-être la plus grande leçon que je retiens de mon expérience jusqu'à présent, c'est que parfois il faut faire un pas de côté, voire même un pas en arrière pour mieux rebondir et avancer beaucoup plus vite. Donc là aussi, c'était un pari et voilà, un nouveau pari gagné. Je me sens assez chanceux à ce niveau-là. C'est une super belle leçon d'humilité, de prise de recul et de penser long terme plutôt que court terme. Est-ce que tu t'es senti plus ou moins managé comme un stagiaire alors que tu ne l'étais pas à cette période? Alors là aussi, j'ai été assez chanceux puisque non, bien au contraire. En fait, à l'époque, en 2015, donc Renault s'interrogeait sur son implication en Formule 1. En fait, depuis 2009-2010, Renault n'était plus impliqué en tant qu'écurie à part entière, mais seulement en tant que fournisseur de moteurs. Alors avec succès, puisqu'il y a eu 4 titres consécutifs avec Red Bull Racing. Mais au final, au niveau marketing, on sentait que c'était pas suffisant. Donc en gros, il y avait 2 options. C'était soit Renault se retirait complètement de la Formule 1, soit Renault redevenait une écurie à part entière. Donc je suis arrivé en plein dans cette réflexion et j'ai été impliqué dans ce sujet super stratégique dès le début, dès les premiers jours de mon arrivée. Et c'est ce qui a drivé tout le stage, toute l'année 2015 jusqu'à décembre 2015, jusqu'au rachat de Lotus F1 Team, donc notre entité anglaise. Donc voilà, donc non, j'étais pas traité comme un stagiaire normal et heureusement parce que je pense que là ça m'aurait déçu. Au contraire, donc voilà, j'étais impliqué dans ce gros sujet stratégique pendant toute cette année, pendant tout mon stage. C'était extrêmement enrichissant, encore une fois. Et c'est ce qui t'a permis derrière de faire tes preuves pour être embauché derrière? Oui. Après, j'ai eu le parcours classique d'enchaîner avec un CDD, puis un CDI. Au final, ça s'est fait naturellement. Et voilà. Ouais. Et alors, quel est le quotidien d'un responsable juridique d'une écurie de F1 ou d'Alpine Racing de manière générale? Parce que Alpine Racing, c'est pas évidemment que de la F1. Ouais, en fait, on a trois pans d'activité principaux. Donc la Formule 1, bien évidemment, avec en Angleterre, on y a le développement et la conception, la fabrication du châssis de l'écurie Alpine, et aussi toute l'activité de sponsoring et marketing. Et en France, on a le développement, l'assemblage, la fourniture des moteurs de Formule 1, donc aujourd'hui qui sont fournis uniquement à l'écurie Alpine, mais il peut y avoir des cas où on a d'autres écuries clientes. Jusqu'à l'année dernière, on avait McLaren, par exemple. Ça, c'est pour la F1. Et puis en France, on a d'autres activités. Donc on a la formule électrique, où on fournit là aussi le moteur électrique à l'écurie qui maintenant s'appelle Nissan. Et on a une activité qu'on appelle compétition client, où là c'est un petit peu différent puisque nous on développe, on fournit toujours des voitures et des pièces détachées pour ces voitures de compétition, mais aussi on organise des championnats pour nos clients. Donc c'est des championnats de niveau un peu inférieur évidemment, mais on a notamment la Formule Alpine, donc c'est pour les jeunes pilotes qui ont 16, 17, 18 ans et qui espèrent pouvoir accéder au fameux baquet en Formule 1 quelques années plus tard. Et puis on a des championnats sur des modèles de compétition Clio, que ce soit sur des circuits ou des rallyes ou en rallycross. Voilà. Donc au final, c'est une activité qui est assez variée. Et pour ce qui est du juriste, lui, il a une activité en fait extrêmement large. On est assez généraliste dans le bon sens du terme, puisqu'on a d'un côté, je dirais, l'aspect sportif assez classique, comme on peut l'avoir dans n'importe quel sport, avec la gestion des contrats avec les sportifs. Donc pour nous, les pilotes, donc c'est les 2 pilotes titulaires de l'écurie de Formule 1, mais pas que, parce qu'on a aussi une académie de jeunes pilotes. Sont aussi les pilotes qui participent à nos championnats, etc. Donc il n'y a pas que 2 contrats par an. Voilà.
la relation avec les sponsors, tout ce qui est marketing, etc. Et puis à côté de ça, on a la spécificité du sport automobile qui est aussi une industrie. Donc en fait, on a toutes les relations avec les fournisseurs de pièces, on a les relations avec les gens avec qui on fait du développement, donc toute la propriété intellectuelle, la protection du secret des affaires, de la confidentialité, ce genre de choses. On a également les aspects réglementaires sportifs qui sont extrêmement importants en Formule 1 et dans tout le sport automobile d'ailleurs. Donc on a plusieurs types de réglementation purement sportive, la réglementation technique, maintenant la réglementation financière, puisque la Formule 1 met en place ce qu'on appelle le cost cap, donc c'est un encadrement des budgets des écuries afin de niveler petit à petit le niveau. Donc voilà, il y a tout ça également à gérer, y compris donc les contestations qui peuvent surgir sur la légalité ou non de telle ou telle voiture. Donc je pense qu'on va en reparler. Voilà, donc il y a cet aspect réglementaire sportif, relation avec les fédérations nationales, internationales. Et enfin, on a également tout un pan conformité où on traite de tout le programme éthique et lutte contre la corruption, de la protection des données personnelles. Voilà. Donc c'est très large. C'est très large. C'est ce que j'allais dire, en fait, ça me paraît évident en t'écoutant, mais il faut connaître, enfin, il y a comment dire ça, une multitude de droits que tu dois maîtriser pour assurer la sécurité juridique de l'entreprise, et ça doit pas être évident parce qu'on peut pas être spécialiste de tout. Non, c'est clair. Donc non, c'est pas évident. En plus, on jongle entre deux entités françaises et anglaises, donc on jongle entre droit français et droit anglais généralement. Donc ça ajoute encore à la difficulté. Je prends un exemple tout bête, serait-ce que pour les problèmes de conformité, on a la loi Sapin 2 qui s'applique en France, en Angleterre on a le UK Bribery Act. Donc il faut essayer de faire en sorte que nos programmes de conformité soient conformes aux deux législations. Donc non, c'est pas évident. Voilà, on jongle sans arrêt entre plein de domaines différents, plein de droits différents. Bon, évidemment, comme tout service juridique, quand on a un doute, on se fait aider par des conseils externes, hein, évidemment. Mais bon, oui, ça impose d'être très polyvalent, puis très réactif, parce qu'on est dans un domaine où on demande aux pilotes d'être rapides, on demande aux mécanos de changer une roue très rapidement, on demande aux ingénieurs de dessiner des plans très rapidement, et par extension, on demande ça un peu à tout le monde. Donc toutes les fonctions support, même si j'aime pas du tout ce terme, sont logées à la même enseigne et on demande la même réactivité de tout le monde. Et ce qui provoque une émulation et un intérêt permanent, je pense, dans cette entreprise, quoi. Voilà. T'es capable de rédiger un contrat en 5 secondes, 2 secondes, comme changer une roue aussi rapidement, du coup? Non, mais c'est pas rare qu'on nous demande des choses pour la journée, pour le lendemain, et voilà, ou que les instructions changent d'un week-end à l'autre parce qu'il y a des discussions forcément qui se déroulent en piste entre les patrons des écuries. Donc la vérité du vendredi n'est pas la même que celle du samedi ou du dimanche. Donc voilà, il faut savoir s'adapter, il faut pas le prendre pour soi. Et puis voilà, pour se remettre à l'ouvrage constamment. Et vous êtes combien dans ton service? On n'est pas nombreux, on est 4. En fait, il y a moi, donc qui suis responsable juridique en France. En Angleterre, on a 2 juristes et on est chapeauté par un general counsel qui maintenant a un scope qui concerne toute la marque Alpine, donc le sport automobile et aussi les voitures de route. Et pour combien de salariés? On est en gros entre 1000 et 1200 personnes à cheval sur les 2 sites. Ouais, ça fait un beau scope. Ouais, on s'ennuie pas. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui rêveraient de rejoindre une entreprise comme Alpine, comme Renault ou d'autres écuries, est-ce que tu as des conseils à leur donner quel est le profil qui te semblerait parfait pour ce type d'entreprise? Je vais faire, ça va ressembler une shopping list là. Mais bon, il faut avoir un très bon niveau d'anglais, il faut être rigoureux, il faut être réactif, il faut être curieux, il faut avoir un bon esprit de synthèse.
Voilà, non, la rigueur, c'est hyper important. C'est hyper important, mais bon, enfin, à la limite, là, ce que je dis là, c'est un peu bateau, hein. Je pense que c'est valable pour tous les postes de juriste. Ce qui est sûr, c'est qu'être fan de Formule 1, c'est pas du tout un critère. Oui, parce que tu m'expliquais que tu avais reçu énormément de candidatures pour les postes de stage que vous avez ouverts, alors qu'il y a quelques années, avant la série sur Netflix, c'était pas nécessairement le cas. J'imagine que tu as dû tomber sur plein de CV. Ouais, c'est vrai. Mais alors ça, c'est plutôt positif parce que du coup, la qualité des candidatures est meilleure. Je pense qu'il y a plus d'intérêt pour ce sport et pour cette activité depuis la série Netflix, et c'est flagrant vraiment depuis cette année, depuis la dernière campagne de recrutement de stagiaires que j'ai faite. Et c'est quand même hyper agréable de voir ça quand même. Et c'est aussi un milieu où pour revenir à Netflix et à la série, où le politiquement correct est pas du tout d'actualité. C'est hyper cru en termes d'échanges entre les directeurs d'écurie. Et en fait, on voit beaucoup des coulisses de la Formule 1. C'est pas du tout une série qui est lisse, avec un discours qui est formaté. Et donc toi, en tant que juriste, en tant que responsable juridique, j'imagine que vous contrôlez ces éléments-là. Il y a un visionnage qui est fait. Est-ce que à certains moments tu t'es dit je pense que là franchement on n'a pas du tout intérêt à laisser passer ça? Comment ça se passe? Quelle est la doctrine au sein de l'entreprise sur le sujet? Je peux pas dire qu'il y a vraiment de doctrine. Après, on fait surtout attention aux éléments plus techniques que le langage fleuri utilisé par tel ou tel protagoniste. Enfin, c'est essentiellement ça. On fait attention à la confidentialité. Voilà, et puis ça se fait après en bonne intelligence avec Netflix et avec la Formule 1. Après, c'est de la liberté artistique aussi. Effectivement, t'as la confidentialité, t'as le secret des affaires, t'as tout ce qui est autour des marques, mais pour le reste... Oui, bien sûr, oui, il reste leur liberté éditoriale, mais globalement, certes, il y a des passages où il y a des choses qui sont montées en épingle dans la série, où il y a des rivalités qui paraissent un peu un peu artificielles, mais au-delà de ça, c'est quand même plutôt très bien fait, et on voit vraiment bien les coulisses, et non, globalement, c'est assez fidèle et c'est très très bien fait. Et c'est ce qui fait son succès. Et du coup, si je te parle de la Pink Mercedes, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, c'est pas la voiture de Barbie ou de la Panthère Rose, c'est la voiture de l'écurie Racing Point qui, depuis cette année, n'est plus rose mais verte puisqu'il s'appelle maintenant Aston Martin. Voilà, ils étaient roses jusqu'à l'année dernière, et donc c'est leur voiture, surtout de l'année dernière, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à la Mercedes de l'année précédente, donc de 2019, ce qui a provoqué beaucoup de discussions, beaucoup de débats, et qu'on retrouve notamment donc, dans la série Netflix. Et donc, t'as dû déposer une tonne énormément avec ton équipe de réclamation, puisque effectivement dans la série Netflix on parle de cette fameuse voiture, et on voit justement à l'époque c'était Cyril Abitboul qui expliquait que l'équipe juridique était au front pour faire toutes ces contestations. Est-ce que tu peux nous en parler dans la limite du possible, ou du moins nous parler de la spécificité de ces règles, des règles de la FIA, et le challenge juridique que ça peut constituer? Alors, évidemment, je vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais ce qui est le plus intéressant, je pense, à ce niveau-là, c'est que ça fait vraiment le lien direct entre la piste et le juridique. Enfin, il n'y a pas plus direct que ce type de procédure pour faire le lien entre le droit et la course. Donc ça, c'est déjà de base hyper intéressant. C'est aussi toute une procédure qui est très encadré, qui est très spécifique au sport automobile, et voilà, qui est sous l'égide de la Fédération internationale automobile, qui a en fait un système juridictionnel propre avec différents niveaux de juridiction, des appels, des délais extrêmement courts à respecter pour faire appel de telle ou telle décision. On passe devant les commissaires en piste, donc directement sur le circuit, on peut avoir déjà des audiences. Après, on passe devant. Enfin, il y a toute une procédure d'échange de conclusions, en fait, tel qu'on peut le voir presque comme dans les tribunaux civils.
et puis une audience devant le tribunal, voilà, après mécanisme d'appel, etc., etc. Donc c'est très encadré. Là aussi, ça impose beaucoup de réactivité. Et puis c'est voilà, dans la mesure où ça influe directement sur les résultats sportifs, c'est hyper enrichissant pour le juriste. Et en ce qui concerne donc ce cas précis, donc comme je disais, en fait, c'est venu du fait que la voiture de Racing Point en 2020 ressemblait comme deux gouttes d'eau à la Mercedes de l'année précédente. Et il faut savoir que la Formule 1, c'est un championnat de pilotes, mais c'est aussi et surtout un championnat de constructeurs. Donc chaque constructeur ne peut pas faire ce qu'il veut, il peut pas acheter une voiture toute faite à une autre écurie, et il doit développer lui-même un certain nombre de composants. En fait, tout le débat était autour de ça. En l'occurrence, la réclamation était même sur un élément très précis de la voiture, que sont les écopes de frein. Parce que au-delà de dire que la voiture ressemble beaucoup quand on compare les photos, il faut pouvoir aussi apporter des preuves, apporter des éléments à la réclamation. Donc le choix s'était porté sur cet élément précis de la voiture. Et voilà, il y a eu toute une procédure, des débats, une décision pas satisfaisante, je pense, que ce soit pour ceux qui ont fait la réclamation. Donc il y avait Renault, mais pas que, Ferrari et d'autres sont joints à nous. Et également pour Racing Point, parce que d'un côté on reconnaissait que la voiture était illégale, mais on n'en déduisait pas forcément toutes les conséquences en termes de pénalité. Donc bon, c'était une décision peut-être un petit peu politique aussi quelque part. Mais voilà, au final ça s'est terminé par une discussion autour des réglementations elles-mêmes. Et Renault a estimé qu'elle avait obtenu quelque part les clarifications qu'elle cherchait, et on a décidé au final de retirer notre appel et d'en rester là. Voilà, l'important c'est qu'il y ait des éléments réglementaires qui aient été clarifiés pour pas que ça se reproduise dans le futur. Et là, clairement, ton rôle et celui de ton équipe, c'est pas celui d'une fonction support, parce que finalement, le règlement de la FIA, j'imagine que tu le connais par cœur. Voilà, j'ai pas cette prétention. Non, mais que plus ou moins, que tu le maîtrises en tout cas, que tu en connais le tenant et les aboutissants, et que effectivement, le juriste a son rôle pour conseiller, je sais pas, le directeur d'écurie sur certains points. Oui, bien sûr, mais pas que dans le cadre des réclamations, c'est aussi quand on réfléchit déjà sur l'élaboration des réglementations, parce que c'est fait par la FIA en collaboration quand même avec les écuries. Donc là aussi, il y a un peu de... en fait, c'est du lobbying, c'est pas un gros mot pour moi du tout. C'est soulever des points juridiques dans certaines rédactions qui nous posent difficulté, proposer parfois des alternatives. Ouais, voilà. Donc oui, donc là, c'est sûr que la notion de fonction support, on est assez loin de ça, sûrement. Ouais. Et est-ce que cette affaire-là a mis en lumière la direction juridique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais pas à redorer l'image, mais a mis en valeur cette fonction-là, ou quelle est la place de la direction juridique au sein de Alpine Racing? Alors, de manière générale, on a la chance d'être impliqué dans tous les sujets stratégiques, du fait notamment du positionnement de ma chef, mais au-delà de ça, dans la série Netflix, il n'y a pas d'interview de la directrice juridique. Donc voilà, après c'est comme ça dans toutes les entreprises. Le juriste, il a plutôt un rôle de l'ombre. Il faut savoir aussi faire la paix avec ça. Si on veut être sur le devant de la scène, on fait peut-être pas ce métier-là. C'est effectivement une bonne réponse. Est-ce que ça t'arrive aussi d'être sur le terrain? Tu nous parlais par exemple de moments où il y avait des délais super courts en plein week-end de course. Est-ce que on te sollicite pour être sur le terrain et pour mettre en place certains éléments avec ça peut arriver, mais très franchement, c'est vraiment ponctuel. Il faut savoir que les accréditations sur les Grands Prix sont quand même assez restreinte, d'autant plus en période de Covid. Et puis aujourd'hui, c'est quand même
relativement aisé de travailler à distance, et y compris les ingénieurs qui sont à l'usine pour aider les gens sur la piste. Donc ouais, donc vraiment s'il y a des délais à respecter ou autre, pensez bien si le juriste est là, mais s'il est pas là, on peut se débrouiller quand même, quoi. Donc, à mon plus grand malheur, parce que j'ai essayé de négocier une casquette signée par Fernando Alonso, mais Pierre m'a annoncé qu'effectivement, il n'était pas souvent sur le terrain et que c'était un peu compliqué en période de Covid. Donc, Pierre, alors, comme j'ai dit, on gère aussi la compliance et l'éthique et la lutte contre la corruption. Donc on va pas rentrer dans ce débat-là. Effectivement, mais tu vois, c'est une très bonne réaction. Donc, non, tu as raison, mais j'aurais tenté, qui ne tente rien. C'est bien tenté. En plus, c'était même pas pour moi. Tu vas avoir des problèmes, toi. J'ai fini par avoir un code promo en ICA, hein, ça marche quand même. C'est pas le même milieu, mais voilà. Si on passe à un sujet qui est pas du tout pro, il me semble que tu joues dans un groupe de métal. Donc en fait, c'est ma petite vengeance, tu sais, je t'affiche sur tes occupations personnelles. Non, je suis content. C'est pas de l'affiche, hein, j'en suis plutôt fier. Oui, donc je joue du clavier dans un groupe de métal qui s'appelle Era Nova. En fait, je joue depuis très longtemps, puisque j'ai commencé à l'époque dans un autre groupe avec mes frangins quand j'avais 14 ans, je crois. Et voilà, c'est une passion en fait qu'on a toujours fait de manière très sérieuse, avec des enregistrements, des albums qui ont été publiés, ils sont sur Spotify, hein, pour ceux qui s'intéressent. Le nom du groupe, non, le nom des albums, pardon, autant pour moi. Non, mais vous tapez Era Nova sur Spotify, vous devriez y trouver. Mais non, c'est bon, même si là, du fait des occupations de chacun, forcément, ça tourne un petit peu au ralenti. Même si, ouais, on a bon espoir d'avancer et de publier avec ce groupe-là un deuxième album, je sais pas quand, mais aussitôt que possible. Et voilà, non, je pense que c'est bien d'avoir des passions à côté, et puis surtout moi, j'aime bien avoir des passions, c'est bien, mais j'aime bien le faire aussi sérieusement que possible. Donc voilà, c'est un passe-temps, mais c'est pas qu'un passe-temps, ça va un peu au-delà de ça, je pense. C'est effectivement essayer de concilier vie pro et vie perso. Ouais, pas évident. Pas évident, d'autant que là aussi, on le voit chez Alpine, pour beaucoup de gens, mais moi aussi maintenant, c'est le cas, hein, le sport automobile, c'est une passion. Donc dans ce domaine-là, les gens exercent aussi leur passion quand ils exercent leur métier, ce qui peut parfois aboutir à des dérives. Donc c'est aussi pour ça que je disais que être fan de F1 pour un juriste chez Alpine Racing, c'est pas un critère, et parfois ça aide aussi à avoir un peu de distance, donc c'est pas plus mal. C'est ce que nous disait une de nos invitées, Maëlle Bian, qu'on avait reçue, et qui nous disait que pour son propre bien-être, avoir une autre passion qui n'a rien à voir avec le cœur d'activité de son entreprise ou son métier en lui-même, en fait, ça lui permettait de souffler, de se rattacher à quelque chose d'autre quand ça n'allait pas bien au travail, et donc de se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus épanoui à certains moments. Ça, j'en suis persuadé. Ok, bah écoute, très clair. Et si on devait te souhaiter des challenges, des objectifs que tu voudrais réaliser par la suite? Je vais peut-être pas faire la réponse attendue, dans le sens où je suis vraiment pas le genre à me projeter très clairement, que ce soit à moyen terme ou à long terme dans ma carrière. Je suis plutôt on va dire opportuniste, sans que dans le bon sens du terme. Non, j'ai de l'ambition, certes, mais j'ai pas d'objectif particulier. Je sais pas vraiment ce qu'on peut me souhaiter, à part que je sois toujours, que je m'éclate toujours dans mon boulot, quel qu'il soit, où que ce soit. Voilà, je pense que c'est ça la clé. J'ai pas besoin de plus. Un challenge musical, un challenge sportif. Oui, j'aime bien les challenges, ça c'est sûr. Donc, qu'ils soient musical, sportif, pro, dans tous les niveaux. Oui.
Peut-être reprendre l'équipe de foot de Nantes qui est classée 18e dans le classement, qui est à 2 doigts de la relégation. Parle pas de malheur, ils peuvent encore se sauver. On est le 20 mai, il y a un match décisif ce week-end, donc j'ai bon espoir que quand ce sera diffusé, Nantes sera sauvée. On croise les doigts pour Nantes, évidemment, en espérant qu'ils puissent remonter dans le classement. Écoute, je te propose de passer à la dernière partie du podcast. Je vais te poser 4 questions et je vais te proposer de m'apporter 4 réponses brèves, donc du tac au tac. Est-ce que t'es prêt ? Je suis prêt. Première question, si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il ? Pas vraiment pour moi un process, mais plus dans les outils. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire au niveau juridique, dans l'utilisation des nouvelles technos, que ce soit le machine learning, blockchain, etc. Je pense qu'on voit fleurir de plus en plus de solutions dans ces domaines-là, et tout le monde gagnerait à creuser ça et à mieux les utiliser. Donc moi, je vais essayer de pousser en ce sens, et je suis convaincu que ça pourra révolutionner notre métier. Deuxième question, quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes ? Il faut les écouter, il faut bien comprendre leurs besoins. Voilà, c'est à peu près tout. Je sais pas si on peut dire que c'est un peu comme un psy, mais non, quand même pas. Il faut savoir aussi être ferme et donner son point de vue. Mais voilà, déjà les écouter et les comprendre leurs besoins, c'est l'essentiel. Au fil des interviews, je me rends compte que c'est quand même un terme qui revient souvent, l'écoute, la compréhension, la communication. Ouais, comme en même temps dans plein de métiers, pas que en tant que juriste. Je pense que quelque part c'est l'essentiel pour un bon travail en équipe. Troisième question, Pierre, quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique d'Alpine Racing ? Alors, on utilise notre cerveau, sinon Office 365, alors c'est pas très original, notamment SharePoint. On a une solution de signature électronique qui nous facilite bien la vie, et notamment depuis les confinements. Ouais. Voilà, et je pense qu'on va accentuer petit à petit notre implication dans les nouvelles techno. Enfin, moi, je pousse pour ça, en tout cas. Ok, super. Et dernière question, donc ma préférée. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il ? Alors, ça fait un peu vieux con de répondre à cette question parce que je suis quand même encore quelque part dans le début de ma carrière. Mais je dirais tout simplement qu'il faut sortir un peu des sentiers battus, être curieux surtout, et puis voilà, prenez le temps de vous relire. Là, je parais vraiment comme un vieux con en disant ça, mais voilà, c'est la rigueur, c'est essentiel. C'est bien d'être très bon en droit, mais il faut aussi soigner la forme. Ok, et ben écoute, tu ne passes pas du tout pour un vieux con ni pour un boomer, que tu n'es pas d'ailleurs. Donc... J'allais ajouter et l'orthographe, mais bah ça en fait partie. Mais quand je parle de rigueur, je parle aussi de l'orthographe. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas Pierre pour toutes ces réponses, pour tout ce que tu nous as partagé comme retour d'expérience, comme information, c'était hyper intéressant. On a passé un bon moment. J'allais dire Alpine. Swazik ne connaît pas trop la Formule 1, donc je pense que ça lui a permis de découvrir un milieu en particulier. D'ailleurs, moi non plus, mis à part au travers de Netflix. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir en tout cas ce milieu-là à travers le prisme de la direction juridique. Et puis, on te souhaite plein de belles choses avec Alpine. Et si on veut te contacter d'ailleurs, si un de nos auditeurs veut prendre contact avec toi, te demander des conseils, postuler pour un stage, par quel canal il faut passer de préférence ? Eh ben écoute, le plus simple c'est de passer par LinkedIn, je pense. Super. Et ben écoute, on mettra le lien de ton profil sur LinkedIn. On mettra également l'album d'Eranova. L'album, ouais, ça me fera le lien vers la page. Ça me fera un peu plus de royalties sur Spotify parce que là, franchement, c'est pas ouf. Eh ben d'accord, ne t'inquiète pas, j'en mettrai. Je pense que je mettrai Eranova sur toutes les descriptions de chaque épisode. Ouais,
On pourra utiliser Eranova en termes de générique. Et le groupe de Julie. Et le groupe de Julie également, évidemment, Julie Ledieu qui est aussi musicienne, donc ça nous fait 2 musiciens. En tout cas, merci beaucoup Pierre. Merci à vous. Et puis je te souhaite une belle journée. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur séraphin.légal, section Demandez une démo. Merci encore et à très vite.